L'hiver, l'englacement de la mer Baltique est favorisé par la faible salinité des eaux et leur faible profondeur le long des côtes. En général, seuls les golfes de Riga, de Bothnie et de Finlande sont recouverts de glace. Et ne pas voir le golfe de Finlande gelé serait dommage. L'hiver, le véritable hiver russe, saison où la nature donne à la Russie tout son charme. Notons au passage que l'hiver en Russie n'est pas aussi rude qu'on le pense. La température la plus fréquente est de moins 12 à moins 15 degrés. Mais ce n'est pas ce qui décourage les visiteurs venus d'un lointain pays, de France peut-être. Leningrad, la deuxième ville de l'Union soviétique après Moscou, est relativement jeune. L'ancienne Saint-Pétersbourg fut fondée par Pierre le Grand en 1703 sur les rives de la Neva. Construite sur 22 îles, la Venise du Nord, la perle de la Baltique, est considérée de plein droit comme une des plus belles villes du monde. Son histoire est si riche que bien des villes au passé millénaire pourraient l'envier. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont vainement essayé de rayer de la carte du monde la ville de Lénine, berceau de la grande révolution d'octobre 1917. Durant près de 2 ans et demi, les bombardements et les tirs d'artillerie intensifs ont détruit ou fortement endommagé usines, conduites d'eau, le tiers du fonds locatif et 187 édifices historiques de la ville. Grâce à la fermeté et au courage inouï des habitants, le potentiel historique et culturel de Leningrad demeure. Le mémorial grandiose de Piskarevskoye fut érigé à la mémoire des défenseurs de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici reposent 470 000 Léningradiens morts de faim, de froid ou tombés sous les bombardements pendant les 900 jours que dura le blocus. Le soir du 24 octobre 1917, le croiseur Aurore tira une salve donnant le signal du début de l'insurrection. Construit sur le bord de la Neva, l'Ermitage, un des plus grands et des plus riches musées du monde. Il a été créé en 1764, mais pendant longtemps, ses richesses étaient inaccessibles au peuple. Ce n'est qu'après la Révolution d'octobre que ses portes sont ouvertes au public. Pour visiter les 400 salles contenant 2 millions de pièces de collection, il faut parcourir une vingtaine de kilomètres. Ces jeunes enfants sont bien décidés à y parvenir. En Union soviétique, la culture n'attend pas le nombre des années.
L'Ermitage fait partie du majestueux palais d'hiver, construit de 1754 à 1762 sur l'admirable place du palais. La colonne Alexandre, bloc de granit de 600 tonnes, tenant seul par son poids, symbolise la gloire militaire de la Russie. L'ensemble de la place du palais a été achevé par le bâtiment de l'état-major. L'arc majestueux symbolise la victoire de l'armée russe pendant la guerre de 1812 et donne le principal accent à l'immense façade tout en longueur. C'est de Smolny, ensemble architectural construit sous le règne d'Élisabeth, que Lénine dirigea l'insurrection. C'est ici qu'il signa les premiers décrets du nouveau gouvernement soviétique. La forteresse Pierre et Paul, centre historique de Léningrad, a été fondée par le tsar Pierre Ier en 1703 en tant que principal ouvrage de défense. N'ayant connu aucun combat, elle fut transformée en prison en 1718. À l'intérieur, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, construite à partir de 1712. L'aiguille du clocher domine la ville, symbolisant l'affirmation de la Russie sur les bords de la Neva. À l'extérieur de Léningrad, d'immenses serres pourvoient en partie aux besoins alimentaires des habitants de la ville pendant la saison d'hiver. Après avoir connu combats et bombardements, la campagne autour de Léningrad semble bien calme à présent. Au loin pourtant, un radar veille et rappelle aux Léningradiens que la ligne du front, symbolisée par un monument, passait à quelques kilomètres seulement de leur ville. Les dachas construites en bois sont surtout des maisons secondaires. Les Léningradiens viennent s'y reposer et cultiver leur jardin à la belle saison. L'architecture de la petite gare de Pavlovsk rappelle étrangement l'admirable ensemble architectural de cette ville. En 1777, sur les terres offertes par Catherine II à son fils, le futur empereur Paul Ier, commence la construction d'une résidence d'été. Pendant 50 ans, d'éminents architectes, peintres et sculpteurs ont perfectionné le palais et le parc de Pavlovsk. Le palais de la ville de Pouchkine, du nom de l'illustre poète russe, est un admirable modèle de l'art architectural. Vers le milieu du XVIIIe siècle, ce palais est devenu la résidence impériale d'apparat. Les façades du palais Catherine, qui s'étirent sur plus de 300 mètres, se distinguent par la richesse de leur ornement. L'immense quantité de colonnes, de pilastres et de figures sculptées donne au palais son air de solennité. Par suite de l'occupation allemande, 16 salles seulement sur 55 avaient conservé leur décoration d'origine. Tout le reste avait péri dans les flammes ou avait été pillé et emmené. Ces décorations ont été entièrement reconstituées.